C'est peut-être un drame familial, c'est peut-être l'intervention d'un tiers, je n'en sais rien. L'affaire Troadec, ou le mythe des lingots sur lesquels un patriarche breton aurait mis la main. On n'a retrouvé aucun des membres de cette famille. Mais on a retrouvé du sang. Que s'est-il passé dans la nuit du 16 au 17 février 2017 dans la maison de la famille Troadec à Orvaux? En février 2017, à Orvaux, près de Nantes, Pascal et Brigitte Troadec, ainsi que leurs deux enfants, Charlotte et Sébastien, se volatilisent et ne donnent plus aucune nouvelle. Les parents ne se présentent plus à leur travail et les enfants sont désormais inexistants sur les réseaux sociaux. Alertés par cette étrange disparition, les policiers se rendent au domicile de la famille. Les volets sont fermés, la maison est vide. Alors, où est la famille Troadec? Que leur est-il arrivé? Et surtout, pourquoi ne donnent-ils plus aucun signe de vie? Les enquêteurs vont avoir une partie de la réponse lorsque de nombreux indices seront découverts. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, une affaire dont vous avez forcément entendu parler si vous résidez en France, et je sais que j'ai de nombreux abonnés qui me regardent d'un peu partout, de Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Canada, de la République démocratique du Congo également, donc je les salue. C'est une affaire qui a été ultra médiatisée en France, mais souvent quand on parle de cette affaire, de la disparition de la famille Troadec, on a quelques éléments du puzzle. Là, j'ai décidé aujourd'hui de revenir sur cette enquête qui a été ultra compliquée et vous apporter tous les éléments. Donc, si vous cherchez des infos sur l'histoire et la disparition de la famille Troadec, franchement, c'est ici parce que j'ai passé beaucoup de temps. Donc, j'espère que je vais répondre à toutes vos questions. C'est parti. Tout commence à Orvaux, ville de 25 000 habitants située dans la banlieue de Nantes. C'est ici que vit la famille Troadec, une famille originaire de Bretagne qui s'est installée dans la région il y a quelques années en achetant ce pavillon situé au 24 rue d'Auteuil précisément. Le quartier est calme, résidentiel, tranquille, tout comme la famille Troadec d'ailleurs. Le père c'est Pascal, il a 49 ans, il est électricien dans une entreprise de panneaux de signalisation et il est marié depuis 30 ans maintenant à Brigitte, 49 ans également, qui elle est employée au centre des impôts de Nantes. Le couple a deux enfants, Sébastien 21 ans et Charlotte 18 ans. Sébastien est étudiant en deuxième année de BTS Système numérique dans un établissement privé à Saint-Laurent-sur-Sèvre en Vendée. Il y est rentré récemment. Charlotte, elle, est scolarisée au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte en Vendée également en première année de BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Tous les deux sont donc étudiants en Vendée et vous l'avez compris, ils n'habitent plus chez leurs parents. Mais ça ne les empêche pas de revenir régulièrement les voir, notamment pendant les vacances scolaires. Comme c'est le cas ce jeudi 16 février 2017. Ce sont les vacances d'hiver, les 4 membres de la famille sont réunis. Alors j'insiste sur ce jeudi 16 février 2017 parce que c'est le dernier jour où l'on a des traces de vie physique de la famille Troadec. Ce jour-là, Brigitte et donc Charlotte, les deux filles, sont vues dans un supermarché en train d'acheter le repas du soir. Ce sera sushi, mais ce seront les dernières traces de vie qu'on aura de la famille Troadec. Après ça, c'est le vide, c'est le néant total, on n'a plus aucune nouvelle des Troadec. Ce vide total, ce moment sans nouvelles, ça va inquiéter fortement Hélène. Hélène, c'est l'une des sœurs de Brigitte qui n'habite pas près de la famille Troadec, elle habite à 300 km de là, dans le Finistère. Et elle est très inquiète parce que elle n'a pas de nouvelles de sa sœur. Et ça, c'est très étrange. Elle s'appelle quasiment tous les jours, tous les soirs. Et depuis une semaine maintenant, ses appels sonnent dans le vide. Pire, depuis quelques jours maintenant, elle tombe sur la messagerie. Et pire encore, tous les téléphones de la famille sont sans réponse. L'angoisse grandit à ce moment-là. Alors le 23 février 2017, une semaine après les dernières nouvelles qu'on a de la famille, Hélène décide d'appeler les travails respectifs de Brigitte et de Pascal. Elle commence par le travail de Brigitte. Elle tombe sur l'une de ses collègues qui lui explique que depuis le lundi 23 février, là où Brigitte était censée retourner au travail, ils sont sans nouvelles, elle ne s'est pas présentée. Alors, Hélène appelle aussi le travail de Pascal. Même son de cloche, Pascal est inexistant. Il n'est pas à son travail. À ce moment-là, Hélène comprend très vite qu'il y a quelque chose de très louche dans cette disparition. Une famille de 4 personnes qui disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est très étrange. Elle ne pourra pas mener son enquête toute seule, évidemment. Elle va contacter la police et rapidement, la police va prendre cette affaire très au sérieux. Ils décident de se rendre au domicile des Troadec.
Arrivé sur place, personne ne répond. Les volets sont fermés. Et première chose très étrange pour les policiers, les deux voitures, celles des deux parents, sont toujours là. Les policiers décident de rentrer dans la maison, mais décident de le faire de façon minutieuse pour ne pas effacer de traces ni d'indices. Et chose très bizarre, la maison est vide. Un peu comme si la maison s'était arrêtée à un instant T. Des draps ont été nettoyés, certains sèchent à l'extérieur, d'autres sont encore mouillés dans la machine à laver, et les sushis sont retrouvés dans le réfrigérateur. La vaisselle n'est pas lavée, c'est un peu comme si la famille était partie dans la précipitation. Et il y a quelque chose qui va interroger les enquêteurs dans toute la maison. Aucune tablette ni aucun portable n'est retrouvé. On retrouve les recharges de portables branchés sur les prises électriques, mais tout le matériel informatique a disparu. Et ça, c'est un élément troublant pour les enquêteurs parce que ce point est un point semblable à une autre affaire dont on a beaucoup parlé en France, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès qui avait en 2011 éliminé toute sa famille à Nantes en plus, pas très loin de là où se passe cette affaire. Et après avoir exécuté sa famille dans la nuit, il avait emporté tout le matériel informatique de la famille. Alors certes, nous en sommes qu'au début de l'enquête, mais vous allez voir que pendant toute l'affaire, on va faire et dans l'opinion publique, ce sera comme ça, dans les médias aussi, ce parallèle entre la disparition de la famille Troadec et la disparition et le meurtre de la famille Dupont de Ligonnès. Mais revenons à cette maison et à ces découvertes que font les policiers progressivement. Ils en sont à leur première constatation, mais il y a quelque chose de bizarre dans cette maison, notamment en ce qui concerne l'odeur. Pour eux, ça sent un peu trop bon. Ça sent le trop propre, ça sent trop la lessive, comme si quelqu'un s'était acharné à mettre beaucoup de lessive pour peut-être effacer des traces. Alors la police judiciaire est saisie de cette disparition inquiétante et la police scientifique va elle aussi venir en renfort. Et les découvertes qu'elle va faire sont très inquiétantes. La montre de Brigitte est retrouvée, elle est cassée. Elle est ensanglantée. Le téléphone portable de Sébastien, le fils Troadec, est lui aussi retrouvé un peu plus tard, après des recherches un peu plus minutieuses, sous son lit, avec ses oreillettes encore accrochées. Et chose déroutante, il y a du sang sur ses oreillettes. Les experts passent alors la maison au peigne fin et pulvérisent du Blue Star. Vous savez, le Blue Star, c'est ce produit qui est capable de révéler des traces de sang qui sont invisibles à l'œil nu. Et ce qu'ils découvrent est hallucinant. Il y a du sang partout. Du sang qui a été nettoyé, c'est incontestable. Il y a une scène de crime dans la maison et ça a été violent. Vous l'avez compris, cette disparition, les traces de sang retrouvées dans la maison vont faire que la famille Troadec va être rapidement mise en une de tous les médias. 4 membres d'une même famille qui disparaissent, une maison vide, des traces de sang, l'ombre de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès plane au-dessus de cette affaire. C'est aussi pour ça que les médias vont rapidement mettre en avant cette disparition qui va être partagée, qui va être traitée. Un avis de recherche sera évidemment publié avec cette question: qu'est-il arrivé au Troadec? Pour trouver des raisons à cette mystérieuse disparition, les enquêteurs vont se plonger dans la vie de la famille Troadec. On va commencer à éplucher les relevés téléphoniques et aussi à s'intéresser aux comptes des réseaux sociaux de la famille Troadec, des enfants, des parents. Et on va trouver quelque chose, on va faire une première découverte. On découvre que le dernier signe de vie virtuelle de la famille Troadec date de la nuit du 16 au 17 février 2017 et qu'il émane du fils Sébastien, qui a une vie très riche sur les réseaux sociaux. Sébastien, c'est un profil assez geek, il est accro aux jeux vidéo, il y passe beaucoup de temps et d'ailleurs il se fait appeler Sébi sur internet, c'est l'un de ses comptes sur lesquels il est très actif. C'est un garçon en fait assez mal dans sa peau, Sébastien, il est souvent en conflit notamment avec son papa. Sa dernière connexion sur internet et sur les réseaux sociaux donc remonte à la nuit de sa disparition. Il se connecte cette nuit-là pendant 45 minutes avec son téléphone portable. Il faut bien comprendre que c'est cette nuit-là que tous les téléphones portables de la famille sont éteints et le dernier téléphone portable à être éteint cette nuit-là, c'est le téléphone portable de Sébastien. Et donc l'analyse des réseaux sociaux et notamment ceux de Sébastien vont apporter des éléments troublants. Les enquêteurs vont s'intéresser notamment à ce compte qui était beaucoup utilisé par Sébastien, ce compte sur lequel il se fait appeler Sébi. Et ils vont découvrir que sur ce compte, Sébastien faisait de nombreuses révélations, notamment sur sa famille. Il se confie sur le climat familial, un climat familial chaotique. Et pire encore, Sébastien semble en vouloir à son papa, qu'il décrit comme alcoolique et parfois violent avec lui.
Les enquêteurs s'arrêtent notamment sur une discussion Facebook entre Sébastien et une de ses amies. Un échange virtuel qui a eu lieu à 23h28 dans la nuit du 16 au 17 février, soit le jour de la disparition de la famille. 3 heures avant que son téléphone portable ne soit définitivement éteint. Ça t'est déjà arrivé d'avoir marre de plein de choses? Mais genre d'un coup? Moi je crois que ça m'arrive là. La jeune femme avec qui Sébastien a parlé s'est confiée quelques jours plus tard à Ouest France et voici ce qu'elle a dit. Ce soir-là, il m'a confié son mal-être. J'ai pensé à un moment de déprime et j'ai mis ça sur le compte d'un coup de blues. C'était mon ressenti à ce moment-là. Maintenant, je m'en veux de ne pas avoir cherché à comprendre. J'ai pas trouvé ça alarmant. Clairement, en lisant tout ça, on s'aperçoit qu'il y a ou qu'il y avait un climat familial tendu. Et ce qui est étrange, en plus de ça, c'est que seule une voiture de la famille a disparu, c'est celle de Sébastien. Elle n'est plus là. Et pour tout le monde, ça paraît curieux. Ça oriente les premiers soupçons vers la personne dont la voiture a disparu. Ça voudrait dire que peut-être que Sébastien a commis l'irréparable, a supprimé toute sa famille, les a embarqués avec sa voiture et est parti les cacher à un endroit. Voici en tout cas ce qu'on pense à ce moment-là, ce que les médias aussi commencent à mettre en avant, ont fait de Sébastien le suspect numéro 1, celui qui aurait peut-être éliminé toute sa famille. Et encore une fois, cette thèse renvoie à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Vous avez compris, on fait le parallèle toujours à ce moment-là, parce qu'en plus, eh bien, on n'est pas loin de Nantes, je vous rappelle, il y a des similitudes clairement, et ce détail qui est très troublant et qui est dévoilé par les médias. Sébastien, je vous rappelle, était en BTS au lycée catholique Saint-Gabriel-Saint-Michel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le même établissement scolaire que celui d'Arthur, le fils de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais franchement, c'est simplement une coïncidence. Vous allez comprendre pourquoi. Arthur, le fils de Xavier Dupont de Ligonnès, est décédé, lui, en 2011, alors que Sébastien n'a rejoint cet établissement qu'en 2016. Il n'y a pas de lien, clairement, qui peut être fait. C'est une coïncidence, mais pour certains, c'est un détail qui a son importance. Certains spécialistes expliquent que Sébastien aurait pu agir à ce moment-là en copycat, en copiant en fait les méthodes de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais franchement, pour l'entourage, pour les proches, pour les amis de Sébastien, ceux qu'il côtoyait au moment des faits, c'est tout simplement impossible. Personne ne pense à cette hypothèse, personne ne croit en cette hypothèse, personne ne croit en ce scénario, tout simplement parce que les amis de Sébastien parlent d'un garçon qui s'est ouvert aux autres, parle d'un garçon qui a changé depuis notamment qu'il est en BTS, parle d'un garçon qui, certes, était geek, mais s'est mis à faire la fête, à sortir, à côtoyer les soirées étudiantes. Et les amis d'ailleurs de Sébastien vont raconter que les rapports tendus qu'il avait auparavant avec son papa ne sont plus les mêmes. Sébastien et son père, aujourd'hui, au moment de la disparition, s'entendent très bien. Bref, pour les amis, rien à voir avec le Sébastien que décrivent les médias. Et puis, les résultats des analyses scientifiques tombent. Les traces de sang retrouvées en grande quantité dans la maison appartiennent à Pascal, le père, Brigitte, la mère, et à Sébastien. Et tout laisse à croire que Sébastien a perdu beaucoup de sang. Vous l'avez compris, on peut en déduire que Sébastien n'est pas un suspect dans cette affaire, mais plutôt une victime. 2 semaines plus tard, l'enquête est au point mort, ça n'avance pas, on n'a plus trop d'indices, on a ces traces de sang, mais c'est tout. Jusqu'au 1er mars, où l'enquête va rebondir. À 300 km d'Orvaux, dans le Finistère, une joggeuse qui effectuait son jogging quotidien découvre, en lisière de forêt, un pantalon. Ce pantalon évidemment l'intrigue, elle s'arrête, elle fouille les poches du pantalon et trouve dans l'une des poches arrière une carte vitale. Et cette carte vitale, écoutez bien, appartient à Charlotte Troadec. Et là, c'est un virage à 90 degrés que va prendre l'enquête parce que d'une disparition mystérieuse, étrange, avec ces traces de sang, à Orvaux, on se retrouve dans le fin fond du Finistère. Pourquoi ? Le périmètre va être bouclé, histoire qu'on fasse d'autres constatations, et quelques mètres plus loin, on retrouve des bandes dessinées, et ces bandes dessinées appartiennent à Pascal Troadec, le père. Et là, on a l'impression de rentrer dans un jeu de pistes, comme si on avait éparpillé des indices pour essayer de dévier l'enquête des policiers. Toute la zone est fouillée, le moindre chemin, le moindre bosquet, tout
est passé au peigne fin. 80 gendarmes sont mobilisés, il y a un hélicoptère qui tourne, une équipe avec un chien renifleur est arrivée, ça va durer 3 jours, mais malgré les moyens déployés, on ne retrouve aucun autre indice de la famille disparue. Mais le lendemain, c'est à Saint-Nazaire, à 60 km d'Orvaux, que l'enquête rebondit une nouvelle fois. La voiture de Sébastien Troadec est retrouvée par une boulangère. Cette voiture qui est immatriculée en Ariège, qui est recherchée par toute la police, n'était pas là il y a quelques heures. C'est confirmé par la boulangère. Quelqu'un a forcément déplacé cette voiture dans la nuit. Mais qui et pourquoi? Que fait-elle à cet endroit-là? C'est encore une énigme de plus pour les enquêteurs. On a l'impression qu'il y a un puzzle qui se met en place. 3 endroits de découverte, Orvaux, le Finistère et Saint-Nazaire. La voiture va être passée au peigne fin, les scientifiques vont s'apercevoir qu'elle a été nettoyée de fond en comble, mais ils arrivent cependant à retrouver quelques traces. À ce moment-là, la piste de quelqu'un d'extérieur à la famille commence à se mettre en place. Parce que depuis le début de l'enquête, un homme qui fait partie de l'entourage de la famille Troadec intrigue particulièrement les enquêteurs. Cet homme, c'est Hubert Kawissin et c'est le mari de Lydie Troadec, la sœur de Pascal, le père disparu. Le couple dispose d'un pavillon mal entretenu, le jardin est en friche, à Plouguerneau, près de Brest, dans le Finistère. Et cet Hubert Kawissin intrigue les enquêteurs parce que la première fois qu'il a été interrogé au début de l'enquête, il n'a pas caché qu'il détestait son beau-frère. Et que les deux familles d'ailleurs étaient en froid depuis pas mal d'années, et d'ailleurs ils ne se sont pas vus depuis quasiment 3 ans. Les policiers à ce moment-là, au début de l'enquête, ont donc prélevé l'ADN d'Hubert Kawissin et l'ont relâché, sans l'inquiéter. Mais depuis 2 semaines, les experts de la police scientifique qui continuent de travailler sur l'affaire ont fait un travail considérable. Ils ont analysé le moindre détail, le moindre ADN retrouvé sur les scènes de crime. Et d'ailleurs, un ADN va attirer leur attention. Un ADN qui a été trouvé sur un verre posé dans l'évier. C'est un ADN masculin, celui d'Hubert Kawissin. Un ADN donc retrouvé dans la maison d'Orvaux, ce qui est très étrange, sachant qu'Hubert Kawissin a affirmé aux enquêteurs quelques semaines auparavant qu'il ne s'était jamais rendu au domicile de la famille Troadec à Orvaux. Et cet ADN, celui donc d'Hubert Kawissin, on le retrouve aussi dans la voiture de Sébastien, souvenez-vous, qui a été abandonnée à Saint-Nazaire. Cet ADN, on le retrouve dans le coffre, dans l'habitacle et sur l'appui-tête du conducteur. Là, la police a la preuve qu'Hubert Kawissin ment. Il devient alors le suspect numéro 1 dans cette affaire. Il va devoir s'expliquer. C'est pour ça que le dimanche 5 mars 2017, Hubert Kawissin et sa femme, Lydie Troadec, sont tous les deux placés en garde à vue. Hubert va être longuement interrogé. Il va nier en bloc son implication dans la disparition. Mais au vu des éléments que lui présente la police à ce moment-là, l'ADN retrouvé dans la maison et dans la voiture, Hubert Kawissin craque et avoue le meurtre de Pascal, de Brigitte, de Charlotte et de Sébastien Troadec. Et là, c'est un véritable choc pour tout le monde, à commencer par l'entourage d'Hubert Kawissin. Ses voisins, qu'il fréquentait très souvent, sont sous le choc. Et puis les gens qu'il avait l'habitude de croiser, notamment dans son club de tennis local, des gens qui vont décrire un homme sans histoire, jamais énervé, même pendant un match de tennis, même lorsqu'il perd. Personne ne l'a vu s'énerver, un chouette camarade. Voilà ce qui revient. Il est à ce moment-là ingénieur à l'Arsenal de Brest. Il a rencontré Lydie Troadec quelques années plus tôt. Ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. C'est un couple qui a une bonne situation, qui mène une existence très tranquille. Ils ont fait construire une maison à Plouguerneau, donc près de Brest. Un couple normal, un couple discret donc, un couple en plus qui va avoir un petit garçon. Mais un couple qui a commencé progressivement, après la naissance de leur petit garçon, à se couper du monde, à se couper des relations qu'ils pouvaient avoir. Et il y a une explication à tout ça parce qu'ils ont vécu des expériences de vie assez douloureuses et ça a été vraiment le point de rupture pour eux. Ça commence après la grossesse de Lydie, après la naissance de son fils. Elle a dû faire face à un cancer du sein très agressif. Elle a été opérée plusieurs fois. Elle a vraiment frôlé la mort. Le traitement d'ailleurs l'a laissée lourdement handicapée puisqu'elle est paralysée du bras droit. Et puis de son côté, peut-être aussi après cet événement, Hubert Kawissin a plongé dans un burn-out, il s'est totalement fermé, il a vécu une véritable grave dépression et à partir de là, eh bien, la famille va littéralement se couper du monde. Et je fais une parenthèse sur cet isolement parce que c'est important. Je vous ai parlé de la maison, du pavillon qu'ils avaient à Plouguerneau, mais depuis quelques semaines maintenant, c'est très récent, ils se sont encore plus isolés à Pont-de-Buis, toujours dans le Finistère. Ils viennent d'acheter une ferme qu'ils tentent de retaper plus ou moins. En tout cas, cette ferme est vraiment isolée. Ils ont pas mal de terrain sur cette ferme et ça va être très important pour la suite de l'affaire. En tout cas, ça montre qu'ils sont toujours dans cette volonté de s'écarter un peu du monde et de vivre qu'entre eux. Mais ça suffit pas. Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça et les enquêteurs vont rapidement s'en apercevoir. Ils vont découvrir qu'il y a une haine qui est là, qui est présente depuis de nombreuses années, une haine que voue Hubert Kawissin à son beau-frère Pascal. Et devant les enquêteurs, Hubert Kawissin va dévoiler l'origine de cette haine, un vol d'héritage familial. Pour comprendre l'origine de cette haine, il faut remonter des années auparavant. Le père de Pascal et de Lydie Troadec, qui était artisan plâtrier à Brest, a découvert un jour, au cours de travaux dans un immeuble, une cache avec des lingots d'or et des pièces d'or, qui date vraisemblablement, c'est ce qu'il pense à ce moment-là, de 39-45, quand Brest était occupée par les Allemands et quasiment détruite intégralement par les bombes. Parce qu'à Brest, il y a une légende qui court depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Cette légende raconte, quand la Banque de France a voulu évacuer son stock d'or en Amérique pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Allemands, un sac contenant 50 kilos d'or aurait disparu. Et c'est donc une partie de cet or que le père Troadec aurait découvert par hasard en 2006 en faisant des travaux dans la cave de son immeuble. Et au lieu de déclarer sa découverte, Pierre Troadec, le papa donc, aurait emporté le trésor et l'aurait entreposé dans le grenier familial. En 2009, 3 ans après cette découverte, Pierre Troadec décède et pour Renée, la maman de Pascal et de Brigitte, c'est à ce moment-là que tout va basculer. Parce qu'en 2010, alors que René Troadec est en maison de repos, son fils Pascal va venir la voir pour lui demander de récupérer les clés de la maison. Elle va penser tout d'abord qu'ils veulent se réunir dans la maison familiale, elle trouvait ça plutôt sympa. Sauf qu'à partir de là, l'or va disparaître, on ne sait absolument pas où cet or se trouve. Hubert Kawissin et Lydie Troadec, de leur côté, ont leur petite idée. Pour eux, c'est Pascal qui a emporté cet or chez lui et qui l'utilise. Et pour calmer les tensions qui commencent à monter, René décide alors de provoquer une réunion familiale pour que tout le monde puisse se parler et qu'on puisse comprendre où se trouve cet or. Le problème, c'est que cette discussion dégénère. Pascal, c'est simple, lors de cette réunion, dit que c'est lui qui a l'or, qui veut garder l'or pour lui, il ne partagera pas. On ne sait pas vraiment combien représente cet or, mais on parle à ce moment-là de plusieurs millions d'euros. Et les semaines qui vont suivre vont être encore pires parce que de leur côté, Hubert Kawissin et Lydie Troadec se renferment chez eux, ils vivent quasiment en autarcie, ils ne sortent plus, ils se renferment sur eux, ils ne partagent plus rien, ils ne donnent plus de nouvelles. Et de l'autre côté, on a le train de vie de Pascal, de Brigitte Troadec, qui commence à changer. Il roule en grosse berline, il commence à acheter du matériel informatique dernier cri. Les enfants rentrent dans des écoles qui coûtent cher. Et tout ça, Hubert Kawissin le voit. Et ça va attiser sa haine. C'est ce qu'il raconte aux enquêteurs. Il va commencer à vriller. Il se dit que si les Troadec commencent à avoir ce train de vie, c'est grâce à cet or, c'est grâce à cet argent qui aurait dû être partagé entre Pascal et sa sœur Lydie. Alors Hubert Kawissin va ruminer, jour après jour. Il va réfléchir, il va penser. Il va penser tout d'abord à dénoncer son beau-frère au fisc. Et puis, il va changer d'idée. Il va décider plutôt de mettre en place un stratagème pour récupérer une partie du trésor. Et il raconte donc aux enquêteurs que ce jeudi 16 février, il va parcourir les 300 km qui séparent sa maison de Plouguerneau à Orvaux pour, dira-t-il, s'infiltrer dans la maison des Troadec. Son but, à ce moment-là, c'est ce qu'il explique aux enquêteurs, c'est de se faufiler en pleine nuit dans la maison pour récupérer, ou pour trouver en tout cas, une partie du trésor. Il va utiliser un stéthoscope, et avec ce stéthoscope, il va ausculter les murs à l'affût du moindre bruit pour s'assurer que tout le monde dort dans la maison. Il raconte aux policiers que son plan au tout départ, c'était simplement d'espionner la famille, d'attendre qu'ils dorment et de se faufiler pour récupérer dans la buanderie les clés, ou en tout cas un double de clés, de repartir et de revenir un jour où la famille ne serait pas là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il est 23h ce soir-là. Le garage n'est pas fermé. Hubert Kawissin pénètre et se cache dans la buanderie. Là, muni de son stéthoscope, il aurait attendu plusieurs heures avant de pénétrer dans la maison. Mais en rentrant dans la maison, Hubert Kawissin va faire du bruit. Pascal Troadec, qui pense à ce moment-là avoir affaire à un cambrioleur, descend de sa chambre. Il est muni d'un pied de biche et il se retrouve face à son beau-frère. Et là, à ce moment-là, une bagarre éclate. C'est ce que raconte Hubert Kawissin. Hubert aurait pris le dessus et aurait gravement blessé Pascal. Brigitte, qui a entendu le bruit, descend à son tour. Il la frappe. Ce sera ensuite au tour de Charlotte, sa nièce, et de Sébastien, son neveu.
Il semblerait ensuite qu'il ait dormi dans la maison, qu'il ait repris sa voiture le lendemain matin et qu'il soit retourné chez lui à Pont-de-Buis, dans cette ferme isolée qu'ils ont achetée, je vous rappelle, il y a maintenant quelques semaines. Arrivé chez lui, il va tout raconter à sa femme, tout raconter à Lydie, mais surtout, et c'est aussi ça qui est dramatique dans cette affaire, tout raconter à son fils âgé de 8 ans. Quelques heures plus tard, le couple va prendre la décision de retourner dans la maison d'Orvaux pour faire, entre guillemets, le ménage. C'est ce qu'ils vont dire à leur fils de 8 ans, qu'ils vont laisser pendant 2 jours, isolé dans cette ferme, tout seul. Et il va avoir cette charge totalement incroyable de surveiller la télé, de surveiller BFM Télé, c'est ce que dira Hubert Kawissin, pour alerter ses parents sur l'avancée de l'enquête. Le couple va donc faire l'aller-retour avec les 4 corps dans leur voiture. Ils vont revenir dans leur ferme. Et là, ce qui va se passer à ce moment-là est absolument tragique, parce que les jours qui vont suivre, et vous avez le droit de vous boucher les oreilles, évidemment, si vous ne souhaitez pas entendre ce qu'ils ont fait. Je peux comprendre parce que les propos sont assez choquants. En tout cas, les actions sont choquantes. Ils ont profité de ces jours tout simplement pour tronçonner, découper et broyer dans la cour de la ferme les 4 corps de la famille Troadec. Ils vont se débarrasser de cette façon, de ces corps, et il va quasiment n'en rester rien. Parce qu'ensuite, il va tenter de brûler ce qu'il vient de découper et enterrer une partie dans les 15 hectares de sa propriété. Après des fouilles assez longues, intensives, les enquêteurs ne retrouveront que des bijoux et d'infimes fragments humains. Hubert Kawissin raconte ensuite aux enquêteurs que pour brouiller les pistes et leur faire perdre du temps, eh bien, il a jeté les affaires de Charlotte là où on les a trouvées, en lisière de forêt, dans le Finistère, et déplacé la voiture de Sébastien à Saint-Nazaire. Et pendant ce temps-là, Lydie était chargée, pour que tout paraisse normal, en tout cas pour sa famille, de continuer d'appeler sa maman pour faire comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, la maman Renée racontera qu'effectivement, elle avait sa fille pendant cette période, elle avait Lydie au téléphone, et qu'il y avait aussi Hubert Kawissin qui de temps en temps répondait ou disait « passe le bonjour à ta maman ». Tout, en tout cas à ce moment-là, était fait pour que ça paraisse normal. Ce scénario, et je pense que vous l'avez suivi, va glacer le sang de l'opinion publique, et glacer le sang notamment de la maman d'Hubert Kawissin, qui n'arrive pas à comprendre le geste de son fils. Elle dit de son fils que c'est un ange, qu'il a certainement pété un plomb, qu'il a été pris d'un coup de folie, qu'il a été pris dans un engrenage. La cour d'assises de Loire-Atlantique a rendu son verdict à 22h45 le mercredi 7 juillet 2021. Hubert Kawissin a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté, parce que tous les experts avait conclu à l'altération du discernement d'Hubert Kawissin, ce que les jurés ont retenu, et qui lui permet de bénéficier d'une atténuation de peine. Lydie Troadec, de son côté, a été poursuivie pour recel de cadavres et modification de l'état des lieux d'un crime, et condamnée à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. Je sais que vous vous posez la question, alors je vais vous donner des nouvelles, entre guillemets, du fils du couple Hubert Kawissin et Lydie Troadec. Il est aujourd'hui âgé de 13 ans. Il n'était pas présent au moment du procès. La chef d'équipe au conseil départemental du Finistère va raconter que le lendemain de l'incarcération de ses parents, elle est allée le chercher chez sa grand-mère. L'enfant, dit-elle, était dans la véranda, en train de dessiner. Sur le dessin, c'est ce qu'elle explique au procès, était dessiné quelque chose d'assez morbide, des tuyaux avec du sang qui coule. Elle décrit ce jeune garçon dans son monde, qui s'exprime dans un discours très élaboré, très poli, très respectueux, c'est ce qu'elle explique, mais qui laisse peu de place à ses sentiments. Selon les éducateurs, ses éducateurs, parce qu'il a été placé, il a néanmoins été marqué par la question de son père, qui lui avait demandé, avant son arrestation, s'il préférait un papa mort ou un papa en prison à vie. Actuellement placé en foyer, c'est un très bon élève, et il évolue selon les dires de ses éducateurs, de façon positive. À ce jour, le trésor n'a toujours pas été retrouvé. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Je vous remercie d'avoir été fidèle une nouvelle fois jusqu'au bout pour cette affaire que j'avais très envie de traiter, tout simplement parce que c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit en France. On a tous suivi cette disparition et j'avais très envie de tout résumer de A à Z pour que vous ayez un maximum d'éléments. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, on se retrouve très bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!